Bonjour à tous. Mon nom c'est Louis-Philippe Corbeil-Girard. Je suis conseiller en assurance et rente collective avec gestiontc.com. Ça va faire près de 10 ans que je travaille dans le domaine et je vais vous présenter un peu le point de vue un peu des assureurs privés, des régimes collectifs privés, qui est un peu en contrepartie là, de ce qui est de ce qu'on a vu du côté là, des pharmaciens, de la réalité des pharmaciens. Et donc, le but de mon intervention, c'est un peu de regarder un peu le modèle de rémunération à l'acte, qui est un peu désuet, et je pense que tout le monde est un peu d'accord avec ça. Autant du côté des pharmaciens que au niveau des régimes d'avantages sociaux. Donc, la question, c'est savoir où on se retrouve là-dedans. Alors, essentiellement, donc, ma présentation, on va parler des assurances privées puis des régimes collectifs. Et j'ai commencé un peu par un petit survol un peu de ce qu'on voit dans les médias, ou plutôt la perception que les gens ont des pharmaciens et de l'assurance médicaments et des médicaments en général. Et je dirais que généralement, les médias étant ce qu'ils sont, c'est une perception qui peut être un peu négative. Alors, c'est un peu ça que les gens voient, le commun des mortels, quand ils ouvrent leurs journaux le matin. Ben, c'est généralement des histoires de prix exorbitants, des médicaments qui sont essentiels à la survie des patients, qui passent de 5 000 à 85 000 du jour au lendemain. Une mère et son enfant qui ne peuvent plus se payer les médicaments, etc. Donc, c'est généralement un peu ces histoires d'horreur qu'on voit dans les médias. Et malheureusement, ça donne pas vraiment l'heure juste au niveau du prix des médicaments, parce que c'est généralement on parle parfois de prix entre la différence entre un générique et un innovateur. On parle des prix à la pharmacie, les honoraires qui varient d'une pharmacie à l'autre. Parfois, on parle de biosimilaires par rapport aux médicaments biologiques. Donc, il y a vraiment un fouillis, en fait, dans la notion de prix des médicaments et c'est généralement tout ramassé dans un seul pot dans les médias, ce qui donne une impression que les médicaments coûtent de plus en plus cher, ce qui est partiellement vrai. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment ce travail-là pour expliquer vraiment pourquoi tel médicament coûte plus cher, pourquoi les prix varient d'une pharmacie à l'autre. C'est généralement plus du sensationnalisme qu'on voit. Et puis parfois, il y a des choses là, qui manquent un peu dans les rapports journalistiques, que quand on gratte un peu, on se rend compte que finalement, il y avait peut-être pas lieu d'écrire un article là, sur un sujet particulier ou un autre. Donc, malheureusement, c'est un peu la réalité qu'on a, c'est cet aspect sensationnaliste qu'on retrouve dans les médias. L'envers de la médaille, mais c'est aussi la question des enquêtes un peu que les journalistes vont faire dans les pharmacies. Et donc, et généralement, les histoires de caméras cachées où on va aller vérifier les frais cachés dans les pharmacies et de notre part, des histoires de millionnaires à succès qui se sont enrichis facilement avec la pharmacie. Donc, c'est un peu la perception que les médias donnent des pharmaciens que je trouve qui est un peu inexacte. Parce que d'une part, on dit aux gens les médicaments coûtent très cher et des femmes et des enfants doivent vivre dans la douleur. Et d'autre part, on montre des pharmaciens qui se cachent ou qui deviennent millionnaires très facilement. Je pense que c'est une réalité un peu qui est un peu faussée dans les médias de la perception des pharmaciens. Et puis finalement, on a des déclarations de politiciens où on dit, chacun prend sa cote et les cotes s'additionnent. Et ça donne un peu l'impression que la chaîne de médicaments, c'est vraiment juste une chaîne de médicaments. Et puis, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement sauver en coupant sur les intermédiaires, etc. Alors, la question à se poser, est-ce que c'est véritablement ça qui se passe au Québec? Moi, personnellement, je pense pas. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont intéressantes à démontrer, mais il y a des choses aussi qui sont plus dans le sensationnalisme. Et puis la question à se poser, c'est est-ce que le pharmacien, c'est simplement un engrenage dans une chaîne de distribution, ou bien est-ce qu'il y a une valeur ajoutée? Je pense que c'est un peu ça la question qu'on se pose. Et tout le problème de la rémunération à l'acte, donc être payé pour compter des pilules, entre guillemets, c'est un peu la perception de ce que les gens ont des pharmaciens. Et je pense que c'est ça un gros problème qu'on a dans la discussion présentement.
Alors, j'ai enchaîné tout de suite sur un survol rapide de l'assurance médicaments. Pour ceux qui ne sont pas du Québec, ça va peut-être être nouveau, mais pour ceux qui sont d'ici, ben, je vous apprendrai pas grand-chose. Donc, j'allais assez rapidement sur le survol de l'assurance médicaments puis la part du privé dans le régime général. Donc, ici, ben, je vous parle un peu des régimes d'assurance. Je l'ai mis au pluriel parce qu'on oublie souvent qu'il n'y a pas juste la RAMQ qui paie les médicaments. Il y a d'autres régimes qui peuvent parfois payer des médicaments selon leur mandat. Et puis, les médicaments sont également couverts en milieu hospitalier. Donc, c'est pas quand on parle du régime général d'assurance médicaments, on parle généralement ici au Québec des médicaments qui sont disponibles dans les pharmacies communautaires. Dans les hôpitaux, mais c'est couvert par par les hôpitaux finalement. Et nous, en tant que régime privé, il y a un partenariat privé-public qui permet de couvrir l'ensemble des Québécois au niveau de leur assurance médicaments. Donc, il y a la partie publique couverte pour tous les gens qui ne sont pas éligibles à un régime privé et les régimes privés qui sont offerts par les employeurs, les associations professionnelles, etc. Et on doit couvrir au minimum ce que la RAMQ doit couvrir, donc au minimum ce que le régime public doit couvrir. Donc, il y a une liste de médicaments de la RAMQ, on doit couvrir tous ces médicaments-là et on doit couvrir ces médicaments-là avec une certaine coassurance, une certaine franchise et un même maximum hors poche que ce qu'on soit au privé ou au public que les employés ou les adhérents de ces régimes-là doivent payer avant que le régime couvre 100% des dépenses. Mais par contre, il y a plusieurs médicaments qui ne sont pas sur la liste de RAMQ et pour les régimes privés, il y a quand même une très grande flexibilité de couvrir beaucoup plus d'autres choses là, que les médicaments. On peut couvrir les soins dentaires, on peut couvrir les soins de paramédicaux, les psychothérapeutes, etc. Donc, la partie vraiment privée qui ne fait pas partie vraiment du régime général de l'assurance médicaments, mais là, c'est vraiment là qu'on peut penser là, des avantages sociaux qui sont vraiment au-dessus de tout ce qui peut être offert par le régime général. Au niveau de la structure, en fait, des régimes privés, bien, il y a trois grandes parties prenantes. Il y a le preneur du régime qui peut être l'employeur, le syndicat. Donc, c'est généralement eux qui vont signer le contrat-cadre avec l'assureur qui va rembourser les médicaments. Et les adhérents, c'est généralement les adhérents au contrat d'adhésion. Et ces gens-là, ce sont les patients qui vont en pharmacie. Donc, ce sont les clients là, des pharmaciens, les gens qui ont besoin de prendre des médicaments qui vont se faire payer leur réclamation par l'assureur. Le lien ici, un peu entre les trois, est assez. Il y a quand même un interfinancement. Bon, le preneur peut payer une partie des primes. Les adhérents peuvent payer également une partie des primes de leur régime privé. Si le preneur paye une partie des primes de l'assurance médicaments, c'est un avantage imposable au Québec pour les adhérents du régime. Donc, d'une certaine manière, que ce soit le preneur ou les adhérents qui vont payer la prime d'assurance médicaments, c'est au final, ce sont les adhérents qui vont payer. Donc, quand on parle du contrôle des coûts des médicaments, ce qui est important de faire passer comme message au niveau des régimes privés, c'est que les adhérents finissent par payer la note d'une manière ou d'une autre, que ce soit en payant des primes ou si les réclamations sont trop élevées au-dessus des primes, là, il y a une augmentation des primes. Donc, toutes ces choses-là qui viennent jouer un rôle dans qui paie quoi dans les régimes privés. Et on va voir que ça peut, que quand on veut essayer de cibler des interventions pour contrôler les coûts, c'est peut-être plus ou moins facile en fonction de l'interrelation qu'il y a entre le preneur, l'assureur et les adhérents. Bref rappel sur l'assurance médicaments au Québec, j'ai parlé d'un partenariat privé-public. Au Québec, depuis 1997, tout le monde doit être couvert par une assurance médicaments. Donc, que ce soit un régime privé ou le régime public. Et la particularité de notre régime, c'est que si vous avez accès à un régime privé offert par un employeur, un ordre professionnel ou une association, vous devez vous inscrire au régime privé. Le régime public étant plutôt réservé pour les gens de 65 ans et plus, ou les gens qui ne travaillent pas, ou les personnes qui sont plus jeunes, les étudiants à temps plein, etc. Donc, il y a vraiment ce partage-là un peu de la clientèle en termes d'assurance médicaments. Au niveau des adhérents, il y a plusieurs choses que les adhérents ne sont pas conscients. Il y a quand même
un manque de communication ou un manque de connaissances qu'on voit ici dans les régimes privés auprès des adhérents. Plusieurs croient à tort qu'ils ne paient pas pour la RAMQ lorsqu'ils sont sur la RAMQ, alors qu'ils doivent payer un certain montant en remplissant leurs impôts sur l'annexe K. S'ils sont couverts par un régime privé, bien entendu, il y a une économie au niveau de la RAMQ. Ils n'ont plus à payer la RAMQ, mais par contre, ils vont payer des primes au régime privé qu'ils peuvent ensuite utiliser dans leurs 3 de crédits médicaux. Donc, il y a quand même un aspect fiscal intéressant pour les adhérents des régimes et malheureusement, c'est quelque chose qui est plutôt mal compris. Au terme de la compréhension, ben, vous serez surpris de savoir que seulement 69 des personnes qui sont en âge venant de participer au régime général d'assurance médicaments connaissent leur obligation de s'inscrire à un régime privé. C'est en chute de 73 Ça, j'ai tiré ça du rapport de gestion de la RAMQ qui est sorti là, tout récemment. En 2014-2015, ils avaient vu que leur cible était de 80 donc ils s'attendent qu'à 20 de la population ignore la loi. C'est leur cible de connaissance. Mais c'est tombé à 73 en faisant le sondage, et puis là, c'est en chute à 69 Donc, c'est une situation que la RAMQ elle-même considère être sous surveillance. Et je pense que ça illustre bien le manque de connaissances qu'il y a au niveau des adhérents et peut-être au niveau là, des régimes privés en termes là, des obligations qu'incombent aux gens au niveau de la loi sur la RAMQ. Au niveau des employeurs, ben on voit que les choses ne sont pas aussi bonnes non plus en termes de la compréhension. La plupart, je pense que c'était dans l'ordre de 80 des employeurs avec des employés de 50 et plus, donc des assez hauts régimes, n'étaient pas capables d'identifier la coassurance applicable à l'achat des médicaments. Et ça, c'est une étude qui a été publiée là, par Cyrano récemment, qui avait été financée par la QPP. Donc, il y a beaucoup de travail d'information à faire au niveau de la compréhension, tant aussi bien des preneurs de régime que des adhérents au niveau de leurs obligations, mais également de connaître un peu les paramètres du régime. Au chapitre de la mauvaise communication ou des méconnaissances, il y a une étude qui a été publiée récemment dans l'Association canadienne médicale qui montrait que souvent, les gens n'étaient pas au courant de leur coassurance ou du montant qu'ils devaient débourser à la pharmacie pour leurs médicaments, bien qu'une portion d'entre eux disait devoir couper sur des dépenses essentielles comme l'épicerie ou le chauffage pour pouvoir payer leurs factures de médicaments. Donc, est-ce que du travail à faire au niveau de l'information? C'est clair qu'avec ces sondages-là, il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que c'est la faute des pharmaciens? Est-ce que c'est la faute des assureurs, la faute des courtiers? Je pense que c'est plus une question de travailler ensemble pour éliminer un peu les méconnaissances qu'il y a dans le milieu plutôt que de pointer le doigt à savoir qui ne fait pas sa job. Au niveau des méconnaissances, une chose qui est peut-être dont on parle beaucoup moins souvent que la variation des prix en pharmacie ou le coût des médicaments, ben c'est l'imposition des régimes privés par le gouvernement. Ça, c'est un tableau que j'ai tiré d'un travail d'un auteur qui est très actif dans le domaine de l'assurance collective au Québec, Michel Ferland. Et bon, c'est des chiffres de 2012, mais c'est simplement pour illustrer le point qu'il y a beaucoup d'impôts qui est prélevé sur les primes. Il y a une taxe compensatoire qui, elle, cette taxe compensatoire-là, elle a d'ailleurs été augmentée. Elle devait baisser récemment et puis finalement, la baisse n'a pas eu lieu. Donc, il y a une taxe compensatoire qui est prélevée sur les primes d'assurance. Et il y a également une taxe de vente qui est 9 qui est prélevée sur le total. Et donc, dans les faits, le gouvernement charge une taxe sur la taxe. Déjà, juste à ce chapitre-là, il y a beaucoup de taxes et d'impôts qui est prélevé sur les régimes des employeurs. Et au niveau des employés, bien, comme je l'ai dit, quand l'employeur paye une portion de la prime d'assurance médicaments, ça devient un avantage imposable au niveau de l'employé. Donc, l'employé paye de l'impôt sur ça. Eh bien, M. Ferland avait calculé aussi cet impôt-là. Et quand il a calculé, bon, les taxes et les impôts qui étaient prélevés, même les régimes privés, ben, il trouvait que, grosso modo, ça correspondait au montant qui était versé à la RAMQ des fonds consolidés. Donc,
son interprétation, c'était que d'une certaine manière, en plus de prélever la prime pour la RAMQ, bien le régime public recevait une grande portion de son financement. Si c'était pas la plus grande portion de leur financement venait des régimes privés. Par contre, le Conseil du Trésor, elle ne voulait pas divulguer l'information, à savoir bon, qui paie quoi dans le régime général d'assurance médicaments. Il y a une certaine opacité là. Et je voulais simplement soulever le fait qu'on demande beaucoup plus de transparence des pharmaciens, également des courtiers. Mais au chapitre de la transparence, le gouvernement cache encore un peu ses cartes au niveau du financement des régimes et c'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est de l'imposition des régimes privés. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau des connaissances, au niveau du financement même de notre régime général d'assurance médicaments? Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux à discuter. Maintenant, on a un régime, c'est un régime qui existe actuellement. Est-ce que les employés sont satisfaits, en fait, des régimes privés? Moi, je parlais un peu de la satisfaction des employés des régimes privés, puisque c'est ça un peu qu'on fait. Nous, on veut créer des régimes qui vont attirer et retenir les employés chez les employeurs. Donc, pour nous, c'est important de savoir si les employés nous donnent la cote au niveau du travail là, qui est fait. Et malheureusement, il y a un sondage qui est fait à chaque année, qui s'appelle le sondage Sanofi-Aventis sur les soins de la santé. Et c'est un sondage qui est assez intéressant puisque année après année, on pose un peu les mêmes questions. Parfois, on varie les questions qui sont posées pour voir un peu, prendre le pouls de la satisfaction des employés au niveau de la régime privé. Et ce qui est ressorti récemment, c'est que les employés sont de moins en moins satisfaits de leur régime. Donc, la proportion des gens qui disaient qu'ils étaient extrêmement et très bien satisfaits est passée de 73% en 1999 à 53% en 2017. Donc, les gens sont de moins en moins satisfaits de leur régime. Alors, c'est quoi la source de cette insatisfaction-là? Alors, si on regarde qu'est-ce que les gens aimeraient avoir dans leur régime, mais en fait, on se rend compte qu'ils aimeraient avoir plus de soins dentaires majeurs, plus de soins de la vue, plus de services paramédicaux. Les médicaments sur ordonnance, ça représente, il y a seulement 12% des gens qui disaient que oui, on en voudrait plus. Donc, l'assurance médicaments n'est pas leur premier souci et je dirais que l'interprétation de ça, c'est que la plupart des régimes privés doivent couvrir l'assurance médicaments au moins égale à la RAMQ. Je dirais qu'en général, on dépasse la RAMQ. C'est pas rare de voir des régimes qui vont couvrir au minimum à 80% du coût des médicaments. Et si c'est pas 100%, et très souvent, les employeurs vont payer 100% de la prime aussi. Donc, au niveau de l'assurance médicaments, les employés, ils ont déjà ça. Et c'est pas ça qui les satisfait. En fait, leur insatisfaction, c'est qu'on leur donne pas autre chose. Mais malheureusement, le coût des régimes étant ce qu'ils sont, la plupart des employeurs vont couper sur les soins majeurs dentaires pour faire des économies de coûts pour pouvoir continuer d'offrir l'assurance médicaments là, de base. Donc, en résumé, les employés sont insatisfaits de leur régime, particulièrement parce qu'ils voudraient avoir ce qu'ils n'ont pas et ils ne semblent pas valoriser ce qu'ils ont présentement. C'est un peu la lecture que je fais moi, de ce type de sondage-là. Alors, c'est là où est-ce qu'on en est. On a une perception que le coût des médicaments est hors de contrôle. On a une perception d'iniquité entre les régimes publics et privés. Et là, maintenant, on a les nouvelles technologies qui rentrent et puis on a toutes sortes de choses, finalement, qui viennent soit faire évoluer nos pratiques ou même disrupter là, nos pratiques avec les nouvelles technologies. Alors, je dirais que au niveau des pharmacies, tant au niveau des pharmacies qu'au niveau des avantages sociaux, on a beaucoup d'évolutions, beaucoup de disruptions qui se fait, des nouvelles technologies, des nouveaux joueurs qui rentrent, qui viennent un peu chambouler nos modèles d'affaires. Mais il n'y a pas seulement les technologies, il y a également l'évolution démographique et aussi la remise en question des modèles qui commencent à être un peu désuets, particulièrement la rémunération à l'acte. Donc, si on regarde juste la question de l'évolution démographique, bien, d'une part, on a les milléniaux qui commencent à rentrer sur le marché du travail et qui vont prendre une place de plus en plus importante sur le marché du travail. Et on a les baby boomers qui sont encore au travail, qui vont partir massivement à la retraite. Donc, il y a une certaine
débalancement dans le milieu du travail. On a présentement entre 4 et 5 générations au travail. Il va y avoir une grosse part des employés qui vont s'en aller, une grosse part qui doivent rester au travail faute de fonds de retraite. Et également, toute la question des avantages sociaux à la retraite qui vont se rajouter à ça. Présentement, quand une personne atteint l'âge de 65 ans, on leur donne le choix d'aller sur la RAMQ, de rester avec d'aller avec la RAMQ comme premier payeur et les régimes privés comme deuxième payeur, ou bien de rester avec le régime privé entièrement, mais avec une surprime qui est tellement chère que la plupart des gens vont aller tout simplement à la RAMQ. Donc, il y a une certaine demande de la part de ces employés-là d'avoir des avantages sociaux à la retraite et une certaine demande aussi de personnes qui ont atteint l'âge de 65 ans, mais qui vont rester au travail jusqu'à 71, 75, peut-être 80 ans, peut-être qu'ils pourront jamais prendre leur retraite. Donc, ces gens-là vont avoir un poids démographique au niveau des employeurs, mais également au niveau politique, parce que ces gens-là, si on coupe dans le régime public, mais on va couper les garanties de ces gens-là. Donc, il y a peut-être une pression accrue de financer leur régime à même le régime des plus jeunes. Et les plus jeunes qui, eux, ne valorisent pas du tout l'assurance médicaments parce qu'ils s'en servent pas. Si vous allez dans les compagnies de technologie où l'âge moyen est de 30 ans, puis ça, c'est généralement parce que le propriétaire d'entreprise en a 35, donc il monte la moyenne pour tout le groupe. Ben, ces gens-là, ces jeunes dans la vingtaine, l'assurance médicaments, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, au niveau de la satisfaction de leur régime, c'est sûr que ça ne va pas les intéresser. Ils ont une pression de ne pas faire grand-chose au niveau de l'assurance médicaments de la part de ces employés-là. C'est pas ça qu'ils veut les attirer, les retenir. C'est plus l'assurance voyage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en termes de conseillers? Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour offrir des choses intéressantes à ces gens-là? Ben, on en a vu dans le congrès, on a vu des pharmaciens qui offrent des services pour complémenter l'assurance voyage, pour permettre de faire un peu le lien, remplacer Dr Google par Monsieur pharmacien qui a vérifié les bonnes informations, vous donner les noms des médicaments selon le pays où vous êtes, pour pas que vous soyez perdu. Donc, peut-être qu'un partenariat avec les pharmaciens qui offrent ce genre de service-là, ça peut être intéressant pour les régimes d'avantages sociaux pour intéresser les milléniaux et donner quand même un rôle aux pharmaciens dans ces régimes-là. Au niveau de la remise en question des modèles, ben c'est sûr que la rémunération des pharmaciens fait beaucoup jaser dans les médias. On parle beaucoup des honoraires, la différence des honoraires entre le privé et le public. On comprend très bien, nous autres, au niveau du privé, que si le régime public continue de baisser les honoraires ou garde les honoraires, mais fait des ponctions, donc ça revient à couper dans les honoraires, il y a un certain rattrapage qui doit se faire au niveau du privé, si on en est conscient. C'est des vases communicants et je dirais que c'est encore une certaine manière que le privé va financer le régime public. Il y a, avec le prix des génériques qui chute, mais on se retrouve avec des honoraires qui sont disproportionnés comparés au prix de la molécule. Si on regarde ce que la RAMQ paye maintenant pour les émetteurs de pompes à protons, juste regarder l'honoraire de la RAMQ de 8 à 9 $, mais je veux dire, c'est ridicule. Et avec la facturation détaillée, avec la ventilation, ben là, il y a une certaine remise en question de l'honoraire. Les gens se demandent, mais c'est comme 10 fois le prix de mon médicament, ça fait pas de sens, etc. Et ce que les gens comprennent pas, c'est qu'on fait une rémunération à l'acte, mais on dit pas nécessairement ce qui est derrière cet acte-là. Et je dirais que si on a cette remise en question au niveau des pharmaciens, ben, il y a certainement une remise en question similaire au niveau du travail des courtiers. Souvent, on voit que les prix des régimes augmentent de 10 % année après année et le courtier est comme perçu comme un messager qui fait juste porter le renouvellement au preneur et on se demande mais pourquoi est-ce qu'on vous paye des commissions, pourquoi est-ce qu'on vous paye des honoraires? Pourquoi est-ce que vous êtes payé pour faire ce travail-là? On ne pourrait pas juste recevoir un courriel de l'assureur et on ne voit pas nécessairement la valeur ajoutée ou on ne veut pas nécessairement voir cette valeur ajoutée. Et donc, une remise en question au niveau du mode de rémunération, tant au niveau des pharmaciens que des courtiers en assurance collective qu'on voit. Au niveau de la distribution, même chose, les pharmaciens, ben, il y a la pharmacie postale. Au niveau des régimes d'avantages sociaux, on a encore une pression au niveau de notre modèle d'affaires aussi. Pourquoi est-ce que on paierait pour un courtier qui a un bureau, des adjoints, des adjointes, du staff,
quand on pourrait travailler avec un robot conseiller, etc. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont remises en question. C'est pas simplement dans le domaine, c'est, je dirais, dans tous les domaines. Au niveau de la transparence aussi, ben c'est sûr qu'il y a eu un grand changement au niveau de la transparence avec la ventilation des coûts en pharmacie, mais je dirais aussi qu'au niveau des régimes d'avantages sociaux, il y a une grande transparence qui s'en vient aussi avec les nouvelles lignes directrices des assureurs, où est-ce qu'il va y avoir une divulgation obligatoire de la commission ou des honoraires des conseillers dans les domaines, dans les dossiers d'assurance collective. Donc, il va y avoir vraiment cette transparence-là. Et qui dit transparence, bien dit remise en question du montant en dollars qui est payé et donc remise en question du mode de rémunération. Il y a également un ajout de la conformité. Plus on avance dans le temps, plus la conformité devient énorme. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour rester conforme, tant aussi bien au niveau de la pharmacie que des régimes d'avantages sociaux. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont les mêmes. Et je dirais que des nouveaux joueurs qui viennent un peu brouiller les cartes en offrant un modèle qui leur permet de faire fi de certains aspects de conformité ou de transparence et qui viennent un peu brouiller les cartes pour tout le monde. Qui dit nouveaux joueurs, ben dit également les nouvelles technologies, parce que c'est généralement à ces joueurs-là qu'on pense. Mais il y a également des nouvelles technologies qui viennent chambouler aussi les manières de faire, qui viennent donner aussi une valeur ajoutée ou des choses qui n'étaient pas possibles avant. On parle de la pharmacogénétique, selon les médicaments, on sait que certains médicaments qui, selon le profil génétique des personnes, pourraient mieux fonctionner chez certaines personnes et non d'autres. Et au niveau des assureurs, on pense déjà à instaurer des processus où, avant d'autoriser l'utilisation d'un médicament sur un régime, on voudrait vérifier qu'il va avoir vraiment un impact pour la santé de la personne plutôt que de gaspiller beaucoup d'argent sur un médicament biologique qui finalement n'aura aucun impact parce que la personne n'a pas le bon gène, n'a pas la bonne pompe à protons ou je ne sais quoi, qui fait en sorte que ce médicament-là ne répond pas sur cette personne-là. Et au niveau de ça, on a la loi au fédéral qui interdit justement de discriminer, donc loi qui est contestée par Québec, si je comprends bien. Donc, il y a beaucoup de chamboulements au niveau des lois légales, de la législation, puis des nouvelles techniques. On a l'impression que la technologie avance beaucoup plus rapidement que les lois elles-mêmes. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, qu'on peut pas faire à cause des lois ou qu'on aimerait faire. Et il y a quand même cette discussion-là qui doit avoir lieu au niveau des régimes d'avantages sociaux. Il y a également la révolution numérique. On parle maintenant de santé digitale. Quand je parlais de nouveaux joueurs, de remise en question des modèles, il y a les applications de santé digitale où la personne peut avoir chatté ou avoir une vidéoconférence avec un médecin qui peut même prescrire des médicaments. Et ensuite, la prescription s'en va chez le pharmacien attitré par le fournisseur de services digital. Est-ce que c'est pas une forme de dirigisme et est-ce que les assureurs, s'ils adoptent ce type d'application mobile-là et qu'ils les offrent à travers le régime, parce que c'est pas un moyen détourné de faire du dirigisme, on sait maintenant qu'il y a des dispositions dans la loi pour clairement contrecarrer le dirigisme au niveau des assureurs et il faut quand même que les patients aient le droit de choisir le pharmacien. Donc, est-ce que toute cette révolution numérique-là permet pas des tours de passe-passe pour faire fi de la loi? C'est toutes des discussions qui ont lieu en ce moment. L'Internet des objets, l'arrivée des robots, bien entendu, est-ce qu'on se fait pas tous remplacer par des robots? Si on considère les pharmaciens simplement comme étant des personnes dans une chaîne de manufacture, ben c'est sûr que la tentation de vouloir les remplacer par des robots, c'est sûr que ça peut être tentant, mais en même temps, si on remplace tous les humains par des robots, on se demander où on s'en va. Et la santé connectée, bien entendu, moi je pense que c'est l'aspect le plus intéressant que je vois au niveau des pharmacies, c'est d'avoir un lien direct avec le patient pour aider justement les patients à suivre leur traitement pour éviter le gaspillage qui se fait. Les gens achètent des prescriptions, les utilisent pas, retournent reprendre une autre prescription ou il y a beaucoup de gaspillage qui se fait à ce niveau-là. Je pense qu'il y a peut-être plus d'argent à faire en améliorant l'état de santé ou les résultats de santé au niveau des patients plutôt que de dire aux gens de faire du magasinage.
Nouveau service en pharmacie, les factures détaillées, je l'ai mentionné, il y a eu plusieurs changements au niveau. Donc, il y a 7 nouveaux services qui ont été mis en place pour les pharmaciens, dont 3 qui sont gratuits et 4 qui sont payants. Encore une fois, est-ce que c'est pas un moyen que le régime général va pousser les pharmaciens à devoir se rattraper au niveau du privé? Parce que si on les oblige à faire des actes gratuitement, ben c'est sûr que il n'y a rien de gratuit dans la vie, il va falloir qu'ils se rattrapent ailleurs. Est-ce que il y a des discussions aussi à savoir, est-ce qu'on demande aux pharmaciens d'en faire plus pour moins? C'est une discussion franche qu'on devrait avoir aussi au niveau des régimes privés. Parce que les régimes privés, on va payer aussi ces services-là et je pense qu'ils sont importants aussi. Mais encore une fois, il faut, au niveau des régimes d'avantages sociaux, il faut qu'on éduque aussi les participants de ces régimes-là à comprendre quels sont les nouveaux services des pharmaciens pour, si on veut, avoir un impact positif sur nos régimes. Donc, par exemple, moins de visites inutiles chez le médecin, alors que la personne pourrait changer chez le pharmacien. Ben, si on veut que ça arrive, ben, il faut qu'on en parle à nos adhérents dans nos régimes. Et je pense qu'il y a un travail au niveau des régimes d'avantages sociaux, un travail d'éducation pour dire aux gens comment utiliser leur régime et comment utiliser leur régime, quels professionnels. Pas dire aux gens qu'est-ce que les professionnels devraient faire, mais comment les utiliser, quels professionnels consulter au moment opportun. Je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est une discussion qu'on doit avoir. C'est sûr qu'au niveau des honoraires des pharmaciens, ben l'Association canadienne des assureurs de personnes a fait des sondages. La plupart des gens sont pas conscients que leurs pharmaciens chargent des honoraires professionnels. Est-ce que c'est de la faute des pharmaciens? Je pense que non. Je pense que tout le monde devrait savoir que personne ne travaille gratuitement. Donc, si vous allez en pharmacie, c'est sûr qu'il y a une partie qui sert à payer l'honoraire du pharmacien. Mais quand même, ça n'empêche pas les journalistes de faire des enquêtes sur le prix de variation des prix en pharmacie. C'est vrai qu'il y a des pharmaciens qui vont peut-être charger plus cher d'honoraires professionnels que d'autres. Est-ce que c'est justifié ou non? Ça peut être discutable. Un des bémols que je mettrais un peu dans ce type d'enquête-là, c'est que quand on fait une analyse comme ça avec plusieurs pharmacies, puis qu'on compare la pharmacie qui charge le moins cher dans le marché à celle qui charge le plus cher dans le marché, ben c'est sûr qu'on compare de ce qu'on appelle des outliers finalement. Et donc, finalement, l'écart peut paraître énorme, mais ce qu'on oublie un peu, c'est que pour arriver avec des écarts du simple au double, il faut faire plusieurs appels en pharmacie. Est-ce que c'est raisonnable de demander à nos adhérents de régime de passer une fin de semaine à faire le tour des pharmacies du Québec pour trouver le pharmacien qui charge le moins cher, le pharmacien qui charge le plus cher, alors qu'il pourrait tout simplement se rendre à la pharmacie du coin et peut-être choisir un pharmacien qui va leur offrir leur service en fonction des honoraires. C'est une discussion qu'il faut avoir avec les gens du régime. Il y a les nouvelles facturations en pharmacie. On voit très bien qu'il y a comme un double discours qui se fait aussi à ce chapitre-là. Ben, l'AQPP, elle a lancé son propre site web pour expliquer la facture en pharmacie, où on met l'emphase sur ce que représentent les honoraires professionnels. Et bien entendu, ben, les assureurs ont également lancé un site pour informer les adhérents des régimes sur la variation des prix en pharmacie et expliquer la nouvelle facturation. Je pense que d'une part et d'autre, c'est important d'expliquer aux gens les changements qui se passent dans la pharmacie, vu que c'est les adhérents des régimes qui vont avoir ce reçu-là dans leurs mains et pour qu'ils puissent les comprendre. Mais il y a quand même un peu de démagogie d'une part et d'autre, puisque chacun a ses propres intérêts à faire valoir. Et je pense que, encore une fois, au niveau des régimes collectifs en tant que courtier, ben nous, on se doit un peu d'expliquer, d'offrir une valeur ajoutée à nos clients, puis d'expliquer un peu que oui, les pharmaciens ont raison d'un côté, les assureurs ont raison de leur côté, mais la vérité est également entre les deux et chacun a leurs intérêts. Et ce que nous, on a intérêt, c'est d'avoir le meilleur résultat santé pour le meilleur coût possible. Donc, si vous avez un pharmacien qui vous charge 50 cents d'honoraires plus élevés, mais vous offre vous offre beaucoup de services, ben allez pas voir le pharmacien qui vous offre aucun service parce que vous allez sauver 50 cents, parce que 50 cents à fois 12 mois, vous allez sauver 6 piastres sur votre régime. C'est pour ça qu'il va faire baisser vos prix au final. Donc, il faut quand même regarder la valeur ajoutée. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de fixation sur le prix des médicaments de la part des assureurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des régimes d'avantages sociaux, 50% du coût du régime, c'est les soins de la santé.
L'assurance médicaments là-dedans représente une portion. Il y a quand même l'assurance, toute l'assurance médicaments complémentaires, donc les services paramédicaux, etc. Ça aussi, ça augmente d'année après année, puis ça, on n'en parle pas beaucoup. Il y a certains types de spécialistes paramédicaux qui sont couverts par le régime et que je me demande, est-ce que ça vaut la peine de payer entre 25 et 50 $ par session pour consulter un praticien de la science chrétienne. Donc ça, c'est soigner les gens par la prière plutôt que par les médicaments. Il y a certains fournisseurs de services qui offrent qui vont couvrir ce type de spécialistes-là. Moi, personnellement, en tant que conseiller en avantages sociaux, qui veut contrôler le coût des médicaments, puis quelqu'un qui étudie en sciences dans le domaine scientifique, des fois, je me demande si parfois on brûle pas l'argent à certains endroits. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait vraiment une économie en couvrant ces types de spécialistes-là? Parce que finalement, la personne va devoir retourner consulter un vrai professionnel de la santé. Donc, j'ai vraiment une discussion à faire au niveau là, du contrôle des coûts, mais je peux comprendre pourquoi on fait une fixation un peu sur l'assurance médicaments, puisque c'est la dépense la plus importante. Par contre, si on regarde au niveau des participants des régimes, est-ce que ces gens-là sont vraiment motivés à faire des efforts pour baisser le coût de leurs employeurs? La réponse, si elle était que les gens étaient d'accord en 2005, on voit que ça a beaucoup évolué, ça a baissé de 73-60% le pourcentage des gens qui sont intéressés à vouloir faire des efforts pour aider leur employeur à contrôler le coût des régimes. Et je dirais que les gens qui étaient tout à fait d'accord ont baissé de 35 à 13%. Et encore une fois, ça c'est tiré du sondage Sanofi Aventis sur les soins de la santé. Donc, les adhérents des régimes se disent oui, ça nous coûte cher, mais d'une certaine manière, c'est pas vraiment à nous de contrôler le coût et pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts pour notre employeur, pour contrôler le coût des employeurs. Ce qu'il faut comprendre de ce sondage-là aussi, c'est que très souvent, les employeurs qui répondent au sondage Sanofi sont de gros employeurs, généralement, vont payer 100% des coûts de la prime. Donc, l'employeur a l'impression que c'est pas lui qui paye, même si au final, au Québec, quand l'employeur paye des primes pour l'assurance médicaments, l'employé paye l'impôt sur cet avantage imposable-là. Donc, il n'est peut-être pas conscient que lui aussi, il paye plus cher d'impôts. Mais d'une certaine manière, dire aux gens de magasiner leur facture en pharmacie, je pense qu'on va frapper un mur si on essaie de faire ça en tant que conseiller sur les régimes d'avantages sociaux. L'autre raison aussi que je pourrais peut-être mentionner pour laquelle dire aux gens de faire du magasinage, c'est que si on regarde la variation du coût moyen par patient, par chaîne, c'est sûr que le coût moyen, il y a un coût moyen qui existe et il y a certaines chaînes où le coût moyen pourrait être plus élevé que d'autres. Est-ce qu'on peut faire du dirigisme et dire aller à telle place plutôt qu'à une autre chaîne? Premièrement, c'est pas permis par la loi, mais deuxièmement, ça serait peut-être pas l'idéal si on veut avoir un meilleur résultat santé pour le meilleur coût possible, parce que la chaîne qui charge peut-être le plus cher, le coût moyen, peut-être qu'elle charge moins cher pour certains autres médicaments de certaines classes thérapeutiques, que ce soit pour le diabète, le cholestérol. Et donc, il y a peut-être une raison pour laquelle il y a certaines chaînes que le prix moyen va peut-être varier plus, mais peut-être qu'on aurait intérêt à envoyer le patient à une chaîne plutôt qu'une autre en fonction des médicaments qu'il prend. Donc, il y a toute cette question-là. On ne peut pas dire que la chaîne ABC est meilleure que la chaîne X, Y, Z. Elle est tous là parce que finalement, on pourrait peut-être faire une économie d'un bord et la perte de l'autre. Donc, il y a vraiment un travail aussi à faire là et une prise de conscience qu'il n'y a pas de solution facile. Alors, tout ça, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on dit aux employés marchandez vos médicaments ou marchandez votre pharmacien? Moi, je dirais qu'il faudrait regarder un peu là, entre les deux, savoir est-ce que il faudrait pas trouver une valeur ajoutée, communiquer c'est quoi la valeur ajoutée du pharmacien pour que les gens puissent prendre vraiment des choix éclairés et comprendre pourquoi l'avantage de travailler avec des professionnels de la santé plutôt que de toujours représenter les gens comme des compteurs de pilules, ce que je pense est inexact. Maintenant, si on a fait le tour de la problématique un peu de l'assurance médicaments, des régimes publics et privés, on a également des pharmaciens qui innovent. On a j'appelle les pharmacies 2.0. Les pharmacies d'aujourd'hui, ça ressemble un peu à ça.
Donc, un nouveau style, un look plus moderne, qui est vraiment différent de auquel on était habitué. Des comptoirs qui sont circulaires, qui sont au centre de ça. Ça, c'est une pharmacie qui est au quartier 10-30. Donc, on voit très bien le nouveau look qu'il y a. Si on regarde d'autres types de pharmacies qui existent, c'est des plus pharmacies de type postal ou de type axé sur les services, puis on voit que le look est vraiment différent. On ne rentre plus dans une section boutique où on vend des chips et toutes sortes de magasins. Un style plus café santé ou un style plus boutique qui ressemble plus au Apple Store qu'à une pharmacie traditionnelle. Également des sites web personnalisés pour les pharmacies où il y a une interaction avec les participants. Donc, ça, c'est le site de la pharmacie Picard et Desjardins qui a fait beaucoup les médias, une pharmacie postale. On l'a présenté comme si c'était une révolution, en fait, dans l'industrie là, du médicament, comme si c'était la première pharmacie postale au Québec, ce qui était pas du tout l'intention là, des pharmaciens. Et puis, on les avait présentés comme ils voulaient être les Amazon de la pharmacie du Québec, ce que les pharmaciens de ce site-là ont eux-mêmes démenti. On n'a jamais dit ça aux médias. Et donc, on peut voir un peu qu'il y a une perception un peu floue là, du travail des pharmaciens. Également, bon, question pour un pharmacien, on a eu une bonne présentation aussi là, des gens derrière ce site-là où on peut aller chatter avec un pharmacien et répondre à nos questions. Donc, il y a vraiment un changement dans l'offre de service qui utilise plus la technologie et on retourne plus au travail même du pharmacien plutôt qu'une boutique où on trouve de tout, même un ami. Alors, c'est ce que j'appelle les pharmacies nouveau genre. Donc, une certaine redécouverte de la pharmacie postale. Peut-être que la pharmacie postale fonctionne mieux avec les nouvelles technologies parce que plus une manière de rester en communication avec les patients, c'est quelque chose qui reste à voir. Des pharmaciens propriétaires aussi, un profil qui sont multidisciplinaires, donc des pharmaciens qui sont à la fois pharmaciens et avocats ou informaticiens. Donc, il y a quand même un profil différent de ces entrepreneurs-là. On voit la disparition de la section boutique. Donc, on laisse le mur, on a juste l'officine seulement. Médicaments en vente libre, très peu, et c'est vraiment juste un comptoir où les gens offrent vraiment un service. Donc, encore une fois, on se rapproche plus d'un bureau de pharmacien plutôt que d'une boutique. Les pharmaciens se présentent plus comme des coachs médicaments ou en coach en santé globale pour aider les gens à atteindre de meilleurs résultats de santé avec leur suivi thérapeutique. Et je pense que c'est au cœur même du changement qui a eu lieu dans l'activité réservée aux pharmaciens. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important. La santé connectée, donc toutes les nouvelles technologies qui permettent aux pharmaciens d'avoir plus de connexion aussi avec leurs patients, de se faire un suivi à distance, de suivi thérapeutique dans les gestions des maladies chroniques particulièrement. Les tests génétiques qui sont à faire en pharmacie, maintenant, il y a des pharmacies qui vous offrent la possibilité de faire certains tests génétiques. Présentement, encore une fois, il y a un flou légal, il y a également un flou sur l'efficacité de ces tests-là, ou est-ce que le test que vous passez au laboratoire XYZ va vraiment vous donner de l'information sur qu'est-ce que vous devez manger ou non en fonction de votre profil génétique. Il y a quand même un peu de choses, de travail à faire au niveau scientifique avant que ça soit accepté d'un niveau scientifique, là, ces tests-là. Mais c'est toutes des nouvelles choses qu'on voit. Il y a beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux qu'on voit aussi dans les pharmacies. Donc, vous pouvez faire vos emplettes et vous recevez un message par message texte ou sur Facebook pour vous dire que votre préparation est prête de venir la chercher au comptoir. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui révolutionnent un peu les pharmacies. Alors, le magasinage est-il toujours la solution? Bien, il y a plein de solutions qui existent au coût des médicaments. La substitution générique est utilisée au Québec, mais pas autant qu'elle devrait l'être. La substitution thérapeutique, mais ça, pour le moment, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir voir parce que mais les pharmaciens n'ont pas nécessairement encore la capacité de le faire. Bon, le suivi thérapeutique des pharmacies connectées, on en a parlé. La revue pharmacologique, ça, c'est très important. Le pharmacien peut regarder votre profil pharmacologique et peut-être qu'il y a des médicaments là-dedans que vous preniez et que vous continuez de prendre, mais que le médecin a tout simplement oublié de vous enlever comme prescription et que vous avez vraiment plus besoin de ça. Donc, il y a quand même des choses à faire, autres que nécessairement aller magasiner d'une pharmacie à l'autre. Et si le pharmacien est capable d'offrir ce type de service-là, de vous choisir recommander de prendre un médicament
d'offrir un meilleur suivi et que finalement, vous retrouvez la santé plus rapidement. Donc, vous prenez les médicaments moins longtemps, ben, peut-être que c'est une bonne chose. Le 90 jours, on entend souvent dans les médias, mais il y a quelques années, avant le 90 jours, les gens disaient on devrait arrêter de faire ça parce que les gens prennent une prescription pour 90 jours, la dose est trop forte, on retourne en pharmacie, on reprend une autre dose de 90 jours, et il y avait des coûts associés à ça, et on a dit ça serait mieux de faire ça sur une base mensuelle, et donc on a fait ça aux 30 jours, puis là on retourne aux 90 jours, donc un retour de balancier, mais je pense que le juste milieu est entre 30 jours et 90 jours, parfois c'est approprié, parfois ce n'est pas, encore une fois c'est au cas par cas, et c'est là que le jugement du pharmacien vient jouer un rôle. Donc, moi, ma version des choses, quand je parle aux adhérents, puis ils me demandent qu'est-ce que je devrais faire avec la pharmacie, mais si vous avez un pharmacien qui vous offre ce type de service-là, qui vous permet d'avoir un meilleur résultat santé, bien, ça pourrait être intéressant de rester avec ce pharmacien-là, même s'il charge un peu plus cher l'honoraire que l'autre, parce que vous allez faire des économies sur votre achat de médicaments plutôt que sur les honoraires. Alors, je vais vous donner quelques exemples aussi que des pharmaciens qui jouent un rôle pour aider le coût en termes des assurances médicaments. Ça, c'est un exemple aux États-Unis. C'est un pharmacien qui s'appelait Michael Rea. Il a commencé avec ce qu'il appelle l'histoire de Betty. Et ça, c'était une madame qui n'était pas capable de se payer le coût de ses médicaments. Ça coûtait trop cher. Et puis, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé, bien, il y avait le médicament qui coûtait les yeux de la tête. Et il a regardé les ingrédients actifs. Il s'est dit, bien, ce médicament-là, on lui donne, mais c'est quoi les ingrédients qu'il y a dans ce médicament-là? Et il a regardé s'il n'y a pas d'autres médicaments indépendants qui ont les mêmes ingrédients actifs et qui ne pourraient pas tout simplement recombiner d'autres médicaments ensemble. Et puis finalement, il a trouvé moyen de lui donner peut-être 2-3 pilules différentes, mais qui faisaient la même chose que la pilule, qui lui coûtait 4 fois plus cher. Et donc, finalement, il y avait des économies. Madame pouvait prendre ses médicaments sans nécessairement payer le plein prix pour la molécule qui était beaucoup plus chère, vu que c'était les mêmes ingrédients actifs, parce qu'au final, il a fait son travail de pharmacien, il a regardé, mais c'est quoi les molécules qu'on met dans son corps, et puis il s'est dit, on est capable de mettre les mêmes molécules à un prix moins cher, mais on peut faire ça. Et lui, il a lancé sa start-up qui offre ce service-là pour aider à réduire le coût des régimes d'assurance médicaments en justement regardant s'il n'y a pas des solutions de rechange pour avoir le même résultat santé, le même médicament dans le corps du patient, mais pour moins cher. Donc ça, c'est un exemple aux États-Unis. Un exemple ici, qui avait été présenté à une conférence sur les soins de la santé, la pharmacie Carole Cyr, qui avait présenté un cas de déprescription. Donc, on sait que plus on avance en âge, il y a le problème de la polypharmacie. Et pourquoi est-ce que c'est important, nous autres, au niveau des régimes d'avantages sociaux? Comme je vous l'ai dit, on a une population beaucoup plus âgée au travail. On a des gens passés de 55 ans, il y en a de plus en plus au travail. Et il va y avoir des gens beaucoup plus âgés qui vont rester au travail aussi plus longtemps en fonction des problèmes reliés à prendre une retraite, en fonction des régimes de retraite. Donc, ces gens-là, il va y avoir de plus en plus de cas de polypharmacie sur les régimes d'avantages sociaux. Et si le pharmacien est capable de dire, est-ce qu'on est capable de passer à travers votre liste de médicaments et enlever des médicaments qui sont plus utiles et de faire de la déprescription, bien là, dans ce cas-ci, on pourrait faire des économies. Dans l'exemple qu'elle avait donné l'exemple d'une madame qui a des problèmes de gastro-intestinaux. Elle prenait 18 médicaments, puis après l'analyse de son profil, là, elle va trouver moyen de retirer 2 médicaments qui ne servaient plus à rien, faire un sevrage de somnifères, combinaison d'agents, et puis elle avait réussi à faire une économie de 1 000 par an. 1 000 et 10 par an, c'est quand même une économie qui est non négligeable. Ça, c'est le déboursé hors poche de cet employé-là. Donc, le pharmacien, plutôt que d'essayer de sauver 4,30 sous sur une pièce, on pourrait peut-être mieux l'utiliser pour sauver des milliers de dollars en termes de réclamation, simplement parce que le pharmacien fait son travail de pharmacien, plutôt que de répondre au téléphone et donner des prix pour chacune des prescriptions, parce que si tout le monde commence à appeler le pharmacien pour faire savoir combien va coûter la prescription, le pharmacien finira plus. Dernier exemple, c'est ce que j'appellerais le conseil des pharmaciens. Donc, mettons que vous avez un médecin, vous prescrit un médicament. Ce médicament-là, il y a un problème d'autotoxicité, c'est-à-dire qu'au niveau de votre audition, vous allez avoir des pertes d'audition, mais que vous, il n'y a personne qui vous le dit, votre pharmacien, vous ne mentionnez pas à votre pharmacien, vous ne mentionnez pas à votre audioprothésiste, bien là, on va vous acheter finalement un appareil auditif qui est couvert réellement par les régimes
de votre employeur. Puis là, c'est une autre dépense de 500 qui s'ajoute dans vos frais de réclamation de soins de santé pour le régime collectif, alors que peut-être que cette réclamation aurait pu être évitée si la personne avait été consciente que son problème d'audition était peut-être temporaire ou peut-être relié à ses médicaments. Donc, encore une fois, il y a une valeur ajoutée avec les professionnels de la santé de bien les utiliser pour bien comprendre les impacts des médicaments. Donc, c'est un troisième exemple un peu d'une manière où les pharmaciens peuvent aider à réduire le coût là, des soins de santé pour les employeurs sans nécessairement essayer de marchander. Alors, moi, la vision que j'ai des choses, c'est pourquoi pas viser l'expérience employée des régimes. Donc, est-ce qu'on veut un régime d'avantages sociaux où les employés trouvent qu'ils n'en ont pas pour leur argent? Puis après ça, quand on va à la pharmacie, on va leur dire, ben on vous coupe parce que le pharmacien, son honoraire est trop élevé, puis on le coupe au maximum usuel et coutumier. Donc, vous allez devoir débourser un montant supérieur à ça. Est-ce qu'on veut vraiment cet aspect-là, l'employé qui paye sur sa paye un régime d'assurance médicaments, qui va à la pharmacie, puis qu'on lui dit, mais finalement, le pharmacien vous charge trop cher, on ne paye pas plus et on va vous charger un montant. Bien, ça, c'est le genre de situation que moi, j'aimerais pas voir mes employés vivre. Certain que si c'est un cas d'abus, ben là, il y a toutes sortes de zones grises là, qui existent, mais au final, nous, on veut pas un employé qui paye sur sa paye, puis quand vient le temps de réclamer, on lui dit on paye pas. Ben là, ça fait un aspect très négatif au régime, mais là, ça a un aspect sur la satisfaction des employés du régime. Et finalement, l'employeur, lui, il jette un peu l'argent pour les fenêtres parce qu'au départ, il a mis ça en place pour attirer et retenir les employés. Et puis, il y a des employés qui sont insatisfaits du régime et qui vont aller vers un autre employeur parce qu'ils sont pas contents là, de ce qui était offert. Donc, pourquoi pas viser l'expérience employée? Pourquoi pas dire aux employés, vous avez un régime qui vous permet d'avoir un meilleur résultat santé au meilleur prix possible, d'impliquer l'employé dans la chaîne de médicaments. Donc, déjà, éduquer l'employé à savoir quel est le rôle du médecin, quel est le rôle du pharmacien, qui fait quoi. Expliquer au médecin si le médecin lui fait la mention de ne pas substituer. Essayer de comprendre pourquoi le médecin a mis cette mention-là. Pour pas que l'employé arrive chez le pharmacien puis que le pharmacien regarde le code que le médecin a mis, que ça fait aucun sens scientifique et qu'il est obligé de lui donner le médicament de marque parce que le médecin a mis la mention de ne pas substituer, puis que l'employé est obligé de payer un maximum supplémentaire parce que le régime va juste couvrir le médicament générique. Donc, pourquoi pas essayer d'impliquer l'employé dans son problème de santé, de l'impliquer, de lui donner plus de pouvoir au niveau de se comprendre sa situation, de comprendre le rôle des différents intervenants, et de comprendre le rôle de chacun pour pouvoir essayer d'utiliser le médicament le mieux possible et le plus rapidement possible pour finalement dégager des économies sur le régime. Et si on utilise ça, on mise sur l'expérience employée, ben là, je pense que les employés vont être beaucoup plus intéressés à contrôler le coût des régimes pour leur employeur parce que ça va en même temps améliorer aussi leur état de santé plus rapidement. Ils vont s'impliquer plus rapidement, ils vont être plus engagés. Et je pense que c'est une vision plus positive que de démoniser un peu le travail des pharmaciens ou même des courtiers ou des employeurs au niveau dans les journaux. Alors, c'est un peu en guise de conclusion là, que je vous laisse sur cette question-là. Quelle est la marche à suivre? Quelle va être les prochains, la suite des événements? Bien, ça, je pense que c'est un peu à tous les intervenants, que ce soit au niveau privé ou public, à déterminer. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus une part importante au niveau des régimes privés pour sensibiliser les employés au travail là, des différents intervenants, si on veut que les gens comprennent la valeur des régimes là, pour lesquels on paye. Alors, s'il y a des questions, je suis prêt à les répondre. Si vous avez des commentaires aussi, j'attends vos réponses ou vos commentaires. OK, alors on a une question sur la couverture Flex. Oui, moi j'ai parlé des régimes d'avantages sociaux, donc j'ai parlé vraiment des du régime d'assurance médicaments, mais c'est vrai que dans les régimes d'avantages sociaux, on peut faire des régimes flexibles. Donc, il y a des différents types entièrement flexibles avec des points où les gens peuvent choisir leur garantie ou même l'employeur peut leur attribuer des crédits qu'ils peuvent utiliser pour le régime d'avantages sociaux. Donc, ce sont des régimes qui sont entièrement flexibles, qui donnent vraiment la possibilité aux employés de créer une protection qui leur convient à eux. Donc, ça existe.
Le problème, c'est que ce type de régime-là, c'est généralement dans les plus grosses entreprises qu'on va les retrouver. Et le marché du Québec est un peu particulier où, je dirais peut-être 80% des employeurs, 80% là, de la population, vont travailler dans des PME et donc n'ont pas nécessairement la taille nécessaire pour obtenir ce type de régime-là. Ceci dit, avec les nouvelles technologies, il y a maintenant la possibilité d'offrir beaucoup plus de flexibilité aux petites entreprises pour leur permettre d'avoir un régime qui est plus flexible. Donc, on parle de nouveaux joueurs. Il y en a beaucoup qui sont présentement actifs en Ontario. On pense à Honeybee, League, donc tous ces plateformes virtuelles où les gens peuvent choisir leur couverture. OK, il y a juste un autre. Je lis le commentaire après. Alors, donc, il y a quand même des options qui commencent à être disponibles pour les entreprises pour offrir des régimes plus flexibles pour, pour les employés et les entreprises. Le problème qu'il y a un peu avec les couvertures flex, c'est que quand on donne le choix aux gens de choisir s'ils veulent une couverture ou non, bien, au niveau de l'assurance médicaments, il y a quand même un seuil minimum à respecter qui est la RAMQ. Donc, quelqu'un qui voudrait ne pas être couvert par le régime d'assurance médicaments, il n'y a pas le choix. Et généralement, ce qu'on voit au niveau des plus jeunes, c'est qu'ils ne veulent justement pas participer au régime d'assurance médicaments parce qu'il n'y voit aucune valeur, puis c'est une source d'insatisfaction de devoir respecter les règles de la RAMQ. Parfois, on a des employés qui vont voir leur employeur leur dire « J'ai parlé avec un avocat et tu n'as pas le droit de prélever la prime sur ma paye pour l'assurance médicaments, etc. » Puis l'employeur est tout perturbé parce que là, il dit « Ah, mais là, je pensais que c'était la loi, tout ça. » Donc, il y a beaucoup de va-et-vient avec ça. Donc, quand on offre beaucoup de choix, ben là, souvent, les gens veulent autre chose. Mais c'est sûr que les régimes flex, ça existe, puis il y a quand même une possibilité là, de mettre en place ça. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, c'est la question de M. Dicker. Il y a une autre question. Au lieu de négocier les prix, vous devriez insister sur comment être un meilleur consommateur averti en soins de santé qui devrait être exigé comme un service en pharmacie. Ben, en fait, c'est exactement ça, moi, ce que je dis. En termes, là, au lieu de dire d'aller d'une pharmacie à l'autre, je pense que c'est ça que je voulais véhiculer comme message. C'est ça donne rien d'aller dire à quelqu'un de marchander son médicament d'une pharmacie à l'autre pour sauver un 50 cents, surtout s'il va juste prendre ça pendant 2-3 mois. C'est vraiment de comprendre là, c'est quoi le rôle du pharmacien, puis de comprendre est-ce que le pharmacien me donne vraiment la prestation de service que le pharmacien qui me charge un horaire peut-être plus élevé m'offre. Ben si la personne comprend la valeur du service qui est offert, pourquoi changer pour quelqu'un qui ne va pas vous offrir ce service-là sous prétexte qu'il va charger un peu moins cher les honoraires? Moi, je pense que c'est tout à fait raisonnable de penser à ça. Les personnes doivent être des consommateurs un peu plus avertis, tant au niveau de la pharmacie que même chez le médecin. Parfois, les médecins vont prescrire des médicaments et puis on s'en retourne chez le pharmacien, puis il y a des problèmes au niveau de la réclamation. Oui, effectivement, le patient ne peut pas exiger ce qu'il ne connaît pas en termes de service et c'est ce que je dis en fait, c'est en termes de régime d'avantages sociaux, quand je dis qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, c'est au niveau comme par exemple l'exemple des nouveaux services qui sont offerts en pharmacie. La plupart des gens, ce qu'ils ont vu dans les médias, ben c'est un peu de tout et rien. Il y a beaucoup de confusion sur les services qui sont offerts en pharmacie. On parle de l'opinion pharmaceutique. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Les gens disent mais comment ça se fait que le pharmacien est payé par la RAMQ pour l'opinion pharmaceutique? Il n'y a pas mon numéro de carte, il n'y a pas ma carte soleil. Il m'a juste parlé de la comptoir, comment il fait pour charger la RAMQ. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas le pharmacien qui vous donne des conseils au comptoir sur votre utilisation de votre médicament. Puis l'opinion pharmaceutique, c'est pas ça du tout. C'est un avis écrit au médecin traitant sur votre médication. Donc, c'est vraiment, il y a des choses vraiment, il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau de c'est quoi le rôle de pharmacien. Puis je pense que
c'est un peu le même enjeu au niveau des avantages sociaux qu'entre nous, les courtiers, quand on met en place un régime d'avantages sociaux pour les employés, pour les entreprises. Euh, les gens n'ont pas l'air d'être conscients du travail qui est fait derrière. On voit plus l'acte qui est rémunéré plutôt que le travail qui est fait derrière. Puis je pense que si on mettait plus d'avant la valeur ajoutée puis les services qui sont offerts, ben là, il y aurait une discussion qui serait plus éclairée. Moi, ce que j'appelle ça les choix éclairés. On veut que les employés fassent des choix en pharmacie, mais on veut que ce soit des choix éclairés. On veut qu'ils aient les bonnes informations et pas simplement là, le prix, mais savoir qu'est-ce qui est derrière ce prix-là. Je pense que ça rejoint pas mal là, les propos de M. Dicker. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le plus gros coût en santé provient des omissions d'intervention de la part des pharmaciens et des médecins. Oui, je dirais qu'effectivement, comme je disais pour l'exemple que j'ai montré, l'exemple 3 dans ma présentation, si on dit si on oublie de dire à quelqu'un que son médicament peut lui causer des problèmes d'audition, puis la personne apprend ça, et elle pense que ben là, je commence à être vieux, fait que là, j'ai besoin d'un appareil auditif, alors que c'est relié à sa médication, ben là, on entraîne des coûts supplémentaires pour nos régimes d'avantages sociaux parce que la personne va aller chercher un appareil auditif alors qu'elle n'aurait peut-être pas besoin parce que c'est peut-être juste un problème pharmacologique, son problème. Et puis, la personne qui lui vend bon, l'appareil auditif, mais si elle lui pose pas la question ou puis est-ce qu'elle a intérêt à lui poser la question, ça va lui faire perdre une vente si elle ne prend pas chez le pharmacien. Il y a toute cette question-là de vraiment éduquer le patient pour savoir qui fait quoi et comment. Ben, merci beaucoup.